La façon dont elle relate l'incident transformant une situation sordide en une anecdote hilarante témoigne de sa capacité à tout surmonter par le rire. Elle exhibe with fierté son pistolet taser, une arme qu'elle garde toujours dans sa sacoche pour se défendre contre les prédateurs. Elle l'appelle sa petite surprise. Pour Germaine, le monde est une jungle où une femme doit être prête à tout. Margot, quant à elle, semble plus ouverte aux nouvelles technologies du plaisir, ce qui déclenchait une pluie de moqueries de la part de Germaine. Elle imagine Margot arrivant au bingo non pas en autobus mais sur un vibrateur fonctionnant au diesel. C'est une vision grotesque qui fait hurler de rire les trois amis, prouvant que même à leur âge, la complicité et l'humour restent leurs meilleurs alliés face à la solitude et au tracas du quotidien. Chapitre 7. La soirée se poursuit par un appel à la clinique externe pour prendre des nouvelles de Monsieur Lebrun. Germaine au téléphone est fidèle à elle-même et plan son nom with une patience feinte avant de se moquer ouvertement du formulaire de don des organes qu'il a rempli. Elle lui crie de revenir with tous ses morceaux, craignant qu'il ne laisse son foie ou ses reins au menu du souper de l'hôpital. C'est sa manière de gérer et l'angoisse de voir le patriarche décliner. Une fois l'appel termine, elle retrouve Carole pour un verre. Elle se remémore leur soirée de la veille où les shooters de tequila avaient coulé à flot. Germaine confie à sa fille qu'elle ne se rappelle même plus lequel des deux se fait attacher quand on fait l'amour tant cela remonte à loin. C'est un moment de rare vulnérabilité cache derrière une blague grivoise. Carole propose alors d'offrir une séance de psychothérapie à Bruno et Geneviève utilisant ses connaissances universitaires. Germaine éclatait de rire. Dans son temps, on ne voyait pas de thérapeute. Si elle avait un problème with son mari, cela se réglait entre quatre murs et parfois with une bonne engueulade. Elle finit par accepter l'idée de Carole, mais à sa manière, en exigeant des badges pour tout le monde comme si c'était une réunion de crisis internationale. La séance promet d'être mémorable. Chapitre 8. La fameuse séance de psychothérapie commence dans un salon transformé en champ de bataille diplomatique. Germaine, malgré ses promesses de rester une petite mouche sur le mur, ne peut s'empêcher d'intervenir dès les premières secondes. Elle exige des badges pour chaque participant, décrétant que sans étiquette il n'y a pas de procédure. Carole perd patience, expliquant qu'il n'y a pas besoin de badge pour se parler. Germaine, with sa logique implacable, rétorque que c'est ainsi qu'elle gère les atterrissages des avions. Elle imagine un pilote sans étiquette provoquant un crash mémorable sur une piste de vacances. La tension monte entre la mère et la fille tandis que Bruno et Geneviève, spectateurs forcés de ce duel familial, semblent plus perdus que jamais. Le concept de procédure devient le centre d'une dispute absurde. Carole tente de poser des bases saines pour la discussion, mais Germaine dévie constamment le sujet vers des anecdotes du passé, notamment sur un certain Tommy Lalancette. Elle rappelle à Carole ses 16 ans et son physique ingrat de l'époque, la comparant à une fille qui aurait deux dos. C'est sa manière brutale mais sincère de rappeler à sa fille qu'elle l'a sauvée de bien des erreurs de jeunesse. Carole, blessée et en colère, finit par quitter la pièce en bousculant sa mère. Germaine, with son sens inné de la tragédie, hurle qu'elle a été agressée, prétendant que son bras est désormais paralysé. La thérapie se termine en fiasco total, mais étrangement ce chaos semble rapprocher Bruno et Geneviève. Chapitre 9. Dans la confusion qui suit le départ de Carole, Bruno et Geneviève se retrouvent seuls un instant. Le spectacle désolant de Germaine simulant une blessure grave semble avoir agi comme un miroir pour leur propre couple. Bruno s'excuse pour son comportement et Geneviève reconnaît qu'elle a peut-être été trop exigeante. Et l'idée d'emménager ensemble, qui était la source de leur conflit, devient soudainement une évidence pour fuir la domination étouffante de Germaine. Dans un élan de romantisme inattendu, Bruno demande Geneviève en mariage. La réponse est un oui enthousiaste, marquant une victoire inattendue de l'amour sur la folie familiale. Germaine, une fois remise de sa paralysie imaginaire, apprend la nouvelle with un mélange de joie et de scepticisme. Elle ne peut s'empêcher de penser que son fils est encore bien trop jeune pour une telle responsabilité. Elle se console en retournant à sa cuisine où Grand-Papa continue de réclamer son café. C'est alors qu'elle retrouve le fameux numéro de téléphone de Tommy Lalancette qu'elle avait obtenu lors de son cours de yoga auprès de Margot. Elle décide de le donner à Carole, voyant que sa fille est peut-être prête à renouer with son passé maintenant que Tommy est seul with deux enfants.
C'est le cycle éternel des mères Lebrun mêlé protection féroce et ingérence constante tout en restant persuadé de faire le bien. Chapitre 10. Le salon des Lebrun est en pleine effervescence pour les préparatifs du mariage éclair de Bruno. Germaine a pris les rênes de l'organisation Louise Lapoigne et un général de corps et armée. Elle a décidé que le buffet serait composé de ses propres recettes, estimant que personne des autres ne sait cuire une dinde sans elle assécher comme un vieux cuir. Carole, de son côté, tente désespérément d'organiser un plan de table qui n'entraîne pas de guerre civile entre les différentes branches de la famille. Germaine suggère d'utiliser des codes couleurs, rouge pour ceux qui boivent trop, jaune pour ceux qui racontent des blagues plates, et noir pour ceux qu'on préférerait oublier dans le garde-robe. Au milieu de ce remue-ménage, Madame Dufour débarque une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe, son gendre a été arrêté pour exhibitionnisme dans un parc public. Germaine s'arrête net, le couteau à la main, les yeux brillants de curiosité maligne. Elle demande tous les détails techniques, s'interrogeant sur la qualité de la performance. Pour elle, c'est la preuve ultime que les hommes sont génétiquement programmés pour le ridicule. Elle en profite pour avertir Geneviève, qui passe par là, que Bruno pourrait bien finir par faire de la planche à voile nue si elle ne le surveille pas de près. C'est sa façon de souhaiter la bienvenue à sa future belle-fille dans la réalité crue des Lebrun. Chapitre 11. Le grand jour est enfin arrivé, mais comme on pouvait s'y attendre chez Germaine, rien ne se passe selon le protocole. Le prêtre, un remplaçant de dernière minute, semble avoir une légère tendance à la narcolepsie, s'endormant à chaque fois que la chorale s'arrête de chanter. Germaine, installée au premier rang, lui lance des regards qui pourraient réveiller un mort. Elle finit par se lever et lui asséner un coup de sacoche discret mais efficace sur le genou pour le ramener à la vie. Amen ou pas amen, on a une dinde qui attend dans le four, s'exclame-t-elle à voix basse, provoquant les rires étouffés de l'assistance. La réception à la maison est un chef-d'œuvre des absurdités. Grand-papa a confondu le punch à la vodka with son jus de pruneau et danse maintenant une gigue endiablée with Margot, aux grandes dames de son déambulateur. Bruno et Geneviève, radieux malgré le chaos, tentent de s'éclipser, mais Germaine les intercepte pour une dernière leçon de vie. Elle leur explique que le mariage, c'est comme le ménage, il faut frotter fort quand ça tâche, mais il ne faut jamais oublier de rire quand on casse la vaisselle. Elle finit par leur donner sa bénédiction, à sa manière, en leur tendant un rouleau de sac de vidange au cas où la vie deviendrait trop lourde à porter. La fête bat son plein, et dans le regard de Germaine, on devine que malgré les cris et les reproches, elle est la femme la plus fière de tout Montréal. Chapitre 12. Le lendemain de la noce, la maison des Lebrun ressemble à un champ de bataille après l'explosion d'une manufacture de cotillons. Germaine, en robe de chambre et les cheveux en bataille, contemple le désastre avec une tasse de café noir à la main. Le silence est étrange, seulement interrompu par les ronflements de Grand-papa qui a fini par s'endormir sur le tapis du salon, serrant encore son verre de punch vide. Bruno et Geneviève sont partis à l'aube pour leur lune de miel improvisée dans un chalet des Laurentides, laissant derrière eux une montagne de vaisselle et un tas de souvenirs grivois. Carole émerge doucement de sa chambre, le teint un peu pâle. Germaine l'accueille avec son ironie habituelle, lui demandant si elle a finalement rappelé Tommy la lancette. Carole soupire, mais un petit sourire au coin des lèvres trahit ses intentions. Germaine, tout en commençant à ramasser les verres, lui explique que c'est maintenant que la vraie vie commence, quand les paillettes tombent et qu'il faut frotter les planchers. Pour elle, le mariage de son fils n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère où elle pourra enfin avoir quelqu'un d'autre à critiquer officiellement lors des soupers du dimanche. Chapitre 13. Les semaines passent et la routine reprend ses droits dans la demeure de Montréal. Bruno et Geneviève se sont installés dans un petit appartement non loin de là, mais Germaine s'arrange pour y passer par hasard 3 fois par semaine pour vérifier la propreté des plaintes. Elle est convaincue que sans ses conseils avisés, il mourrait de faim ou d'une infection causée par de la poussière rebelle. Grand-papa, de son côté, a trouvé une nouvelle passion pour les jeux télévisés, criant les réponses avec une conviction qui compense largement ses erreurs constantes. Le tome se referme sur une image familière, Germaine, debout dans sa cuisine, regardant par la fenêtre les voisins qui s'agitent. Elle se parle à elle-même, commentant la démarche de l'un ou la tenue de l'autre.
Elle sait que sa vie n'est pas parfaite, que ses enfants l'exaspèrent et que le monde va trop vite pour elle. Mais tant qu'elle aura son aspirateur, sa repartie et sa famille à portée de voix, Germaine Lebrun restera la reine incontestée de son petit royaume de béton et de tendresse. La suite des aventures promet d'être encore plus déchaînée, car après tout, chez les Lebrun, le calme n'est qu'une courte pause entre deux tempêtes. Chapitre 1. Bienvenue dans le sanctuaire de Madame Germaine Lebrun. Imaginez une demeure où le parfum de la cire à parquet se bat en duel avec l'odeur du café fraîchement moulu. Germaine est une femme de caractère dont la langue est aussi vive que son balai. Elle ne se contente pas de faire le ménage, elle livre une guerre sans merci à la poussière et au tracas de la vie quotidienne. Ce matin-là, le silence habituel de la maison est rompu par les plaintes de Grand-Papa. Le pauvre homme affirme ne pas avoir fermé l'œil depuis 3 jours entiers. Germaine, tout en frottant vigoureusement un meuble de chair, ne semble pas s'en inquiéter outre mesure. Elle parle à elle-même, se remémorant ses 72 ans de vie et ses combats incessants. Elle dit souvent que le ménage est une forme de thérapie, mais qu'elle est bien sale de l'intérieur tant la fatigue accumulée est grande. Elle a élevé 6 enfants seuls et aucun d'entre eux ne lui a donné autant de fil à retordre que son propre beau-père qui semble avoir décidé de tester sa patience jusqu'au bout. Germaine s'arrête un instant, essuie son front avec son tablier et repense à la visite de monsieur le cure Saint-Pierre. Ce dernier, en regardant la propreté de la maison, lui avait dit que Dieu et elle tenaient une belle demeure. Germaine avait remercié poliment tout en pensant secrètement qu'elle aimerait bien voir le désordre si Dieu s'en occupait tout seul sans son aide. Elle se remémore son mariage à 18 ans avec Roger Lebrun, un homme qu'elle a épousé à cause d'une maladie incurable appelée la grossesse. Depuis ce jour, le ménage est devenu sa seconde peau. Chapitre 2. La porte s'ouvre et Carole, la fille unique de Germaine, entre dans la cuisine. Carole est une jeune femme persévérante qui jongle entre son travail de serveuse et ses études de psychologie. Elle remarque tout de suite l'air inhabituellement calme de Grand-Papa installé dans son fauteuil. Germaine explique avec humour que c'est sans doute parce qu'elle a oublié de lui ouvrir la cave ou peut-être parce qu'il attend patiemment son heure. Carole annonce qu'elle a un rendez-vous important ce soir, ce que sa mère traduit immédiatement par une grosse date. Carole proteste affirmant qu'il s'agit seulement d'un petit verre tranquille. Germaine, sceptique, se lance alors dans une tirade pleine de sagesse populaire et de sarcasme. Elle prévient sa fille que la vodka est souvent utilisée par les hommes comme un lubrifiant pour précipiter les choses. Elle raconte avec une franchise désarmante les réalités de la maternité, comparant une soirée romantique à une situation où on se retrouve soudainement les pieds dans les étriers chez le docteur. Malgré les moqueries de sa mère, Carole reste élégante et prête à affronter sa soirée. Germaine, tout en critiquant le choix vestimentaire de sa fille, ne peut s'empêcher de lui dire qu'elle est magnifique. Cependant, la mère de famille ne se définit pas seulement par son foyer. Elle rappelle fièrement qu'elle tient un kiosque aux marches vendant des fruits et des légumes, ce qui fait d'elle une véritable femme des affaires. Elle raconte ses anecdotes avec les clients indiscrets qui touchent à la marchandise sans aucune retenue. Elle se souvient avoir dit à une cliente que les bananes ne sont pas des objets de plaisir et qu'elles ne grandiront pas plus en les manipulant. Chapitre 3. Soudain, Bruno, le fils cher de Germaine, entre dans la cuisine avec une mine de confitre. Il ressemble à un chien battu qui aurait perdu son os préféré. Germaine, toujours prête à taquiner ses enfants, lui demande s'il a encore des problèmes avec la police ou si c'est Winnie et l'ourson qui lui manquent. Bruno soupire profondément et finit par avouer que la belle Geneviève a rompu avec lui. Pour Germaine, Geneviève est une femme écœurante, mais pour Bruno, elle était l'amour de sa vie. Le jeune homme refuse de donner les details de leur rupture, affirmant qu'il n'a pas envie d'en parler. Germaine, avec son tact légendaire, insiste lourdement tout en lui proposant un biscuit pour consoler sa peine. Elle ne comprend pas comment une femme pourrait quitter son fils à moins qu'il n'ait commis une gaffe monumentale. Bruno finit par s'emporter un peu, demandant à sa mère de ne pas se mêler de ses affaires de cœur. Il explique qu'il doit retourner travailler car sa pause est terminée. Germaine le regarde partir avec un mélange de pitié et d'agacement, se demandant ce qu'elle va bien pouvoir faire pour arranger la situation entre Bruno et Geneviève malgré les avertissements de sa fille Carole qui lui conseille de rester en dehors de cela. Chapitre 4. La soirée avance et Carole n'arrive pas à trouver le sommeil, préoccupée par le chagrin de son frère.
Elle rejoint sa mère dans la cuisine où Germaine est encore en train de s'activer. Carol exprime son admiration pour la persévérance de sa mère qui a élevé sa fille seule après être devenue veuve. Germaine, émue par les paroles de sa fille, tente de rester modeste tout en rappelant qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. Cependant, la conversation revient vite sur le cas de Bruno. Carol insiste à nouveau pour que leur mère ne s'interpose pas dans la relation de Bruno et Geneviève. Pendant ce temps, Grand-Papa recommence à se plaindre de douleurs mystérieuses. Germaine, avec son pragmatisme habituel, lui rappelle qu'à 92 ans, il est tout à fait normal de ne pas se sentir au sommet de sa forme. Elle plaisante même sur le fait que Grand-Papa est à sûr pour ses funérailles, ce qui scandalise